Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. De retour aujourd'hui pour vous parler de baseball. Un petit tour du futur aujourd'hui. On va parler de D1, on va parler de MLB et on va parler de Bundesliga. Et pour ces deux premiers sujets, enfin ce sujet, le premier sujet et le dernier sujet, j'ai un invité aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Maxence Esteban, joueur de La Rochelle. Bonjour Maxence. Salut à toi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Pas de problème, pas de problème. Maxence, du coup, qui est deuxième base, c'est ça à La Rochelle? Exactement, ouais, principalement. C'est ça, principalement deuxième base à La Rochelle, et qui l'année dernière jouait en Bundesliga du côté des Berlin Flamingos. Exactement, ouais. Voilà, tu joues aussi en équipe de France. Ouais, j'ai fait des passages en équipe de France à partir des 15 U. J'ai fait une équipe de France 12 U de manière anecdotique, après 12, 15, 18, U23. Et j'ai aussi fait une universiade à Taipei au prime Oh, de ma ok. forme, on va dire. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un beau pays. On aime l'Asie ici, de toute façon. On aime l'Asie, donc ouais, ça a l'air sympa. Donc c'est cool. Tu vas pouvoir nous parler de pas mal de trucs. D'ailleurs, on va commencer par le premier sujet. On va parler du coup du sujet qui nous rassemble tous, la D1 française. Deux week-ends se sont passés depuis la dernière vidéo. Toulouse a pris la tête après ce week-end-là devant La Rochelle. Ça a été compliqué ces deux derniers week-ends pour La Rochelle, non? Ouais, exactement. On a effectivement fait des sous-performances par rapport au week-end dernier et ce week-end-là. On s'est confronté à des bonnes équipes, honnêtement. Ce que j'aime bien avec ce championnat de D1, c'est que les 8 équipes sont d'un niveau assez homogène. On a effectivement un début de saison plus compliqué au niveau de Montigny, de ce qu'on peut voir au niveau du tableau de scorage, mais ça reflète pas du tout de leur investissement et du niveau de jeu qu'ils peuvent proposer. Mais effectivement, ces deux derniers week-ends ont été un peu plus compliqués. Des scores serrés, à part le dernier match, des scores serrés, mais au final, ça reste des défaites. La saison est longue, on va espérer que ça reparte. Parce que le début de saison, alors moi, bon, on va dire qu'au début de la saison, j'avais pas tant d'espoir que ça pour La Rochelle. Je voyais pas comme des favoris et depuis le début de saison, je suis impressionné de manière générale. Vous avez pas mal de jeunes qui performent bien, hein, vraiment. Ouais, ouais, exactement. Ouais, on a un peu défié les avis. On a réussi à récupérer Matteo Pierre, Esteban Briones, Raphaël Surjus, Louis Perrois, qui sont vraiment des polistes plutôt en forme et qui performent plutôt bien. Donc ça fait plaisir. On aime bien les avoir dans l'équipe. Et ils tirent toute l'équipe vers le haut. Ouais, Ouais. Bah ouais, j'ai impressionnant quand je voyais les stats aussi de ces très très jeunes joueurs, hein, parce que je crois que Matteo Pierre, il a quoi, 16 ans, il me semble. ouais, 17 ans. Ouais, 16-17 ans, c'est du très très jeune. Bah, c'est une bonne nouvelle, même pour le futur, hein, pour La Rochelle, je pense. En espérant que Sénart vous fasse pas une razzia comme ils ont fait à Montpellier. Euh, donc, ouais, on parlait de Montigny aussi. Montigny, pas de victoire. À l'inverse, Sénart commence à se réveiller doucement. Montigny, bah, j'ai pris un joueur de D1 qui m'en a parlé ce week-end. Il me disait qu'après les avoir affrontés, ils avaient l'impression qu'ils travaillaient pas en équipe en fait. Ça manquait d'esprit d'équipe, d'esprit collectif. Je sais pas, vous les avez affrontés, Montigny, ou pas? Ouais, en opening day, du Ouais. coup, on a fait un match très serré le premier, vu que c'était Yor Frank qui lançait et Clément de notre côté. Ça s'est terminé de notre côté avec un score toujours serré. Ça s'est joué à pas grand-chose, des détails, oui, peut-être un esprit de collectif, le fait de faire avancer les coureurs plutôt sur base que de chercher des doubles ou des triples ou des home runs. Mais honnêtement, ils peuvent prétendre à se réveiller plus tard. Moi, honnêtement, je ne me fais pas de soucis pour eux. Il faudrait juste qu'ils aient un peu de réussite et qu'ils jouent collectivement, c'est vrai. Hmm. Donc ouais, tu penses vraiment qu'il leur manque le côté collectif peut-être? Ouais, ouais, ça peut être un plus chez eux. Et le problème, c'est qu'ils ont des très bonnes individualités, mais pas forcément un collectif ils ont un collectif qui se connaît, mais qui a du mal à jouer, je dirais, ensemble. Puis ils sont allés chercher un catcheur de La Rochelle de l'année dernière, il me semble, un Brésilien, c'est Gabriel Do Carmo, je crois, ou un Euh, autre. alors, Gabriel Legarmont, il a toujours été à Oui, Montigny. mais je crois que c'est un autre qui était à La Rochelle l'année dernière, un ami justement de Gabriel Do Carmo qui les a rejoints. Felipe, lui, c'est un champ extérieur, ouais. Ouais, c'est Felipe qui ça. était à La Rochelle avant et qui était recruté par Montigny ce week-end, ouais. Ce week-end,
cette saison. Mhm. L'équipe aussi qui est en difficulté, mais ça se voit un peu moins, bah, c'est un peu les champions de titre aussi, Montpellier, qui sont décimés par les blessures. Ouais, ouais. Ils perdent celui qui avait l'air de se placer un peu comme leur ace de cette année, un Ben Couvreur, qui bon, est sans doute le joueur français avec le plus de hype entre guillemets pour le futur en ce moment. Ils perdent aussi un autre lanceur et un bon frappeur, Ismaël Pontiac, et leur lanceur et deuxième base japonais, Kenjiro Sugiura. C'est des gros joueurs. Ça va être compliqué en termes de. Surtout qu'en plus, on sait qu'ils se sont fait un peu. Ils se sont pris une razzia de jeunes joueurs cet hiver au mercato. Ça va être dur sans doute pour avoir tous les joueurs français en fait. Tout simplement pour avoir ces joueurs français, ces joueurs JFL pour lancer pour Montpellier. Tu penses qu'ils vont remonter ou que ça va être compliqué le temps que toutes ces blessures sont encore là en fait? Honnêtement, ça dépend de l'intensité des blessures. Je connais pas dans le détail, je voudrais pas me prononcer. Mais c'est vrai que ça les a mis plutôt à mal, notamment ce week-end. On a dû voir effectivement d'autres lanceurs France JFL venir sur le monticule, notamment Paolo Brossier, que je sais pas si tu connais, Ouais, ouais, je mais connais bien. qui de base n'est pas un lanceur, mais qui, ma foi, se débrouille plutôt pas mal et qui essaye quand même de partir sur un start JFL et de maintenir son équipe à flot. Mais effectivement, il est plutôt limité sur cette position-là. Et on lui demande aussi d'être frappeur en même temps et de faire l'outfield dans le deuxième match. C'est plutôt compliqué pour eux. Honnêtement, ils ont quand même un très gros ace Canelon qui, pour l'avoir affronté, est vraiment très 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 bon. On a vu aussi Ozaniche monter sur le monticule, mais qui n'est pas JFL. Donc effectivement, du côté des JFL, surtout du côté du pitching, ça peut être un petit peu plus compliqué pour eux. Oui, Paolo, grand ami de la chaîne, hein. Très très bon gars que j'avais pu croiser quand j'avais fait la vidéo là-bas, qui s'entraîne d'ailleurs à lancer à ce moment-là. Ouais. Donc, ouais, ouais. On espère que pour Montpellier, il y aura moins de blessures parce qu'ils bon, ils ont quand même un sacré niveau et ce serait dommage de pas les voir performer cette saison. L'autre équipe qui surprend, mais dans le bon sens cette fois-ci, c'est Metz. J'aime toujours dire que Metz, depuis le début de la saison, et eux aussi le disaient, hein, c'est si on doit trouver une cote de Metz en playoff, ça doit être à 1000. Ils disaient personne ne parie sur nous. Et pourtant, bah, ils prennent une game chaque week-end, ils partagent chaque week-end, et pas contre des mauvaises équipes, hein. Ils ont partagé contre Montpellier, ils ont partagé bah, ce week-end contre Savigny, d'ailleurs j'y étais. Euh, et moi, ce qui m'a marqué sur Metz, vraiment, c'est l'esprit shonen. En fait, ils gagnent, j'ai l'impression, par la force de l'amitié. Ils mettent une ambiance de fou, c'est une équipe qui est très très amusante à voir, parce qu'ils sont très intenses. Quand ça conteste, fort d'ailleurs. Mais il y a toujours du bruit dans le dugout, il y a toujours comment dire, des cris pour supporter leurs collègues sur le terrain. Et en fait, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'ils arrachent leur game à chaque fois, sans compter leurs très bons joueurs étrangers qui réussissent à bien comment dire, contenir les games à gagner en fait. Et du coup, bah en fait, à chaque fois, ouais, alors ils perdent par exemple, je sais que ce week-end ils se prennent un 12-3 pardon, face à Savigny le premier match. Mais derrière, deuxième match, bah, il le gagne en extra inning avec sur un match hyper serré, hyper intéressant quoi. Donc je sais Ouais. pas, ouais. C'est vrai que c'est un peu les outsiders de cette saison. Moi aussi, je suis quand même agréablement surpris de leur niveau. Je trouve qu'il y a un bon état d'esprit. Ils se prennent pas la tête. On sent qu'ils ont envie de gagner et de montrer des choses. Et surtout, c'est l'esprit collectif. Je pense qu'il y a à peu près, je sais pas, 7 ou 8 jeunes joueurs français qui se connaissent depuis un paquet d'années, qui n'ont pas un niveau exceptionnel, mais qui ont la rage de vaincre, de prouver et d'aller chercher des victoires contre des clubs plus établis. Ouais. Ah ouais, bah ça c'est clairement. Ce que j'aime bien, c'est bah, on peut faire limite un parallèle entre Metz et Montigny. C'est-à-dire que je pense que Montigny a sur le papier plus de talent brut, mais a peut-être pas cet esprit collectif et cette hargne que Metz a en fait en rentrant dans les matchs où tout est à fond, etc. Et ces jeunes joueurs qui. En vrai, ils ont un jeune lanceur qui lance plutôt bien, qui lance à peu près tous leurs matchs, au moins un match par week-end, c'est Matteo Launay, il me semble Ouais. qui fait des bonnes stats pour l'instant depuis la saison. Pour un joueur qui n'était pas forcément très attendu, il est solide et c'est une bonne surprise pour Metz. Et ouais, comme ils ont plein de GFL, ça c'est leur avantage, hein. Ils ont plein de joueurs GFL
Et vraiment, le projet Messin commence doucement à m'intéresser, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il monte en puissance aussi au fur et à mesure de l'année. Ouais, ouais, effectivement, ouais. On les imaginait pas dans ce classement-là, quatrième après trois journées. Et je pense ils peuvent finir dans le milieu de tableau assez facilement s'ils continuent comme ça. Ouais. On va passer un peu à Savigny, parce que il y a une stat qui m'impressionne de manière extraordinaire chez Savigny. C'est l'équipe qui frappe le plus de home run depuis le début de la saison. C'est vrai. Encore ce week-end, le premier match face à Metz, il y a 4 home runs qui sont partis. 2 sur Léo Gimignon, 2 sur Lilian Amoros. Je rappelle quand même que Lilian Amoros c'est à la base un lanceur. C'est toujours ça le plus intéressant au final. Ivan Acuna, bon, 3 home runs, on commence à avoir l'habitude. Peut-être l'un des meilleurs, si c'est le meilleur frappeur de France depuis plusieurs années. C'est vrai. Ils frappent masse de home run et bah, ils sont deuxième ex aequo du coup avec vous en 5 victoires, 3 défaites. Forcément, moi, en tant que proche du club, ça me fait plaisir de les voir là, surtout après la saison dernière. Mais ouais, c'est une équipe qui est intéressante, qui est solide. Je les vois pas prendre la première place, etc. Mais je pense qu'ils vont se qualifier. Je continue de penser qu'ils commencent bien leur saison pour se qualifier en playoff, ce qui est vraiment l'objectif aussi de leur année. Ouais, t'as Euh, raison. On voit un Ivan Acuna qui frappe 440. ah, C'est il quand même pas est. étonnant. On voit qu'il survole le championnat. Léo Jiminian qui frappe 389, qui pour moi, pareil, n'a pas sa place en D1 et qui va être avide d'opportunités, je pense, et qui a beaucoup à faire, notamment pourquoi pas à l'étranger. C'est un très bon gars avec qui j'étais au Pôle France et qui a énormément de ressources et plein de qualités et qu'il met à profit pour Savini cette année, qui pour moi pourrait le mettre encore plus à profit à l'extérieur. On voit aussi Lilian Amoros qui frappe 294, Théo Rio qui frappe 345. On est sur un average collectif vraiment très très élevé. Et c'est ce qui fait effectivement bonnes équipes, hein, on va pas se mentir. Un bon et- pitching aussi d'un autre côté. Ça fait une équipe complète. Je pense que ce week-end, entre nous, La Rochelle et Savigny, ce week-end, ça va être de la bonne confrontation. Ah, je pense qu'on a le match de la semaine, hein, clairement. Alors, si vous voulez du beau baseball, allez suivre La Rochelle-Savigny parce que je pense que ça va jouer et que ça va être serré. Surtout qu'en plus, je crois que c'est très intéressant. Il me semble que Théo Rioux, son histoire est assez intéressante. C'est qu'il ne jouait pas pour un club de D1, il ne faisait pas partie du centre de formation. Il vient d'un autre club, il jouait à un niveau bien inférieur. Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'il jouait au niveau régional 1 ou en D3. Et il a été recruté là, comment dire, c'est au mercato par Savigny pour bah, peut-être pour à la base être un peu voilà un peu pour avoir un peu de profondeur d'effectif. Mais comme tu dis, bah en fait, il est très très solide, extrêmement solide. Et surtout qu'il y a des jeunes qui arrivent. Oui, bon bah Ivan Acuna, bon, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, ce qui est plus impressionnant encore, c'est qu'il est coach en même temps. Ce qui est plutôt une bonne performance. Et pour Léo, bah, il me semble que Léo Gimignan devait partir au Québec, mais que ça ne s'est pas fait. En tout cas, qu'il n'a pas eu de contact. Donc, bah, c'est dommage pour lui. C'est une opportunité qu'il aurait mérité, je pense. Donc, à voir comment ça se dégoupille pour lui dans le futur. Je regardais un peu les stats chez les lanceurs. Il y a deux lanceurs français, en tout cas, qui, à mes yeux, dominent cette saison. Déjà 24 innings joués pour chacun d'entre eux. Le premier, c'est ton frère, Yes. Clément. 1,11 d'IRA en 24 innings. Ouais, C'est ouais, quand même des sacrés stats. Et l'autre, bah, ils vont d'ailleurs, je pense, s'affronter ce week-end, vu que c'est Gédéon Coste, qui lui a exactement. 1,48 d'IRA en 24 innings aussi. C'est les deux lanceurs qui ont lancé le plus depuis le début de la saison. Et franchement, vu leur IRA, bah, ça a l'air de bien marcher pour ces deux-là. Et c'est de bon augure quand on sait que vers la fin de l'année, il me semble, arrivent les qualifiers du World Baseball Classic. Exactement, c'est de bon augure. Ouais, ça fait plaisir de voir ces joueurs performer, notamment mon frère qui s'est beaucoup focalisé cette année sur le pitching pour justement être performant et respecter les règles des JFL, lui permettant d'avoir plus d'énergie à faire que lanceur. Et ça lui réussit plutôt bien parce que il performe et ça fait plaisir de le voir comme ça. Ouais, donc deux profils vraiment à suivre et ça donne encore plus envie du coup de voir le match ce week-end entre La Rochelle et Savigny parce que ça risque de jouer. Ça risque de vraiment jouer, de bien lancer. Franchement, ouais, clairement le match de la semaine à suivre. Ouais. Allez, on va passer à la MLB. Euh,
D'où le titre de cet épisode sur le Tour du futur. On va parler de trois prospects MLB qui vont faire leur début ou qui vont vraiment rejoindre l'effectif principal cette année pour leur équipe et qui sans doute vont briller dans les futures années. Le premier dont je vais parler, c'est Junior Caminero, shortstop de 20 ans au Tampa Bay Rays. Il a déjà un peu goûté l'année dernière à la MLB. Il faisait partie des appels de septembre hein, pour monter en MLB et du coup jouer à partir de septembre la saison et une partie des playoffs. J'ai l'impression qu'il est bien motivé à remonter, hein, car en Triple A actuellement, très haut niveau au bâton, 1023 d'OPS, 4 home runs en 12 matchs et un joli 313 d'average. Ah oui. Quand on connaît bon, que les Rays ont toujours l'habitude d'aller chercher des talents que personne ne connaît et en faire comment dire, des superstars, hein. Hein, les Arroz Arena, Wander Franco avant que la justice le rattrape, même Rose et Siri par exemple cette année, bah ça me semble être un autre pari gagnant pour les Rays, hein. Il a que 20 ans en plus. Et c'est clairement leur shortstop pour le futur maintenant que Wander Franco est out. Le futur, ça semble être un Junior Caminero qui est très 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 solide. Le deuxième prospect, c'est un outfielder assez peu regardé. C'est le prospect numéro 13 dans tout le baseball. À mes yeux, c'est un joueur qui est très sous-coté. C'est un profil de lead-off, très rapide, gros average, beaucoup de bases volées, un excellent on-base. Euh, Outfielder de métier, il entame sa première année, sa première saison au niveau triple A cette année. Il jouait en double A et en simple A cette année. Et apparemment, ça doit pas trop le gêner que ce soit sa première saison, vu que bah, depuis le début de la saison, il a 330 d'average, 7 bases volées et un on-base percentage à 435. Je pense que ouais, les Nationals ils ont trouvé leur lead-off du futur et bah, sans doute un autre outfielder pour accompagner Dylan Cruz, le numéro un de la dernière draft, qui, je pense, dans les 1 ou 2 années, devrait monter aussi. Enfin, le dernier, c'est Paul Skins. On a déjà parlé, numéro 2 de la dernière draft. Euh, Bah, c'est simple, hein, ils l'ont mis directement au niveau triple A et avec 0,53 d'IRA en 5 starts, avec 34 strikeouts et seulement 10 hits pris, ça doit donner envie aux Pirates de lui donner sa chance dès cette année, hein, alors qu'il a que 21 ans et que bah il vient d'être drafté quoi. Il vient juste d'être drafté. Je sais pas ce que tu penses de ces trois profils. Il y en avait d'autres, Moi, hein, mais je fais ces trois-là. je connais particulièrement Paul Skins. Pour l'avoir vu lancer, c'est quand même quelqu'un de monstrueux qui, pour son âge, réalise des performances incroyables, honnêtement, on va pas se mentir. Qui peut te lancer une slider à 87 miles qui te bouge d'une plaque de marbre et qui à côté te revient avec une droite de couture qui bouge de l'autre côté avec une droite à ouais, 102, 103 de mémoire, il est même touché peut-être 104. Mhm. C'est vraiment incroyable la façon dont il arrive à performer si jeune, mais après il faut faire attention à pas les monter trop tôt. On a pu voir Holiday Ouais. qui est parti en major et qui a vite revenu. Je crois qu'il a frappé 1 pour 33 ou un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça, ouais. Ils l'ont refait descendre très vite, ce qui était étrange, parce qu'on pouvait s'attendre à un bon niveau, mais je pense qu'il s'est fait bouffer par la pression, l'idée. Aussi, bah oui, forcément. Quelqu'un qui performe en triple A est pas sûr de performer en MLB et inversement. Il faut juste donner le temps au temps, je pense, et pas les envoyer trop tôt en MLB parce qu'il y a la pression médiatique, pression de la performance. On passe à un autre cap et à cet âge-là, faut pas oublier qu'ils ont une vingtaine d'années, quoi. C'est très très jeune. Ouais, surtout que. Et en fait, moi, Paul Skins me fait penser à un autre profil de joueur qui joue du côté de Toronto, des Toronto Blue Jays, et qui est Alek Manoah. Très grand, très puissant, très large, qui prend beaucoup de place, qui lance très fort. Avec pareil, une slider qui retombe, qui bouge énormément, une belle two-seam, une bonne four-seam. Enfin, beaucoup de pitch, très puissant. Et Alek Manoah a fait une super saison, il finit deuxième au Cy Young en 2022. Et en 2023, il s'effondre. Il n'arrive plus à jouer, il est descendu et aujourd'hui, il se fait frapper en simple A, quoi. En simple A et en triple A, il n'arrive pas à remonter au niveau MLB. Bon, lui, c'était un profil différent, mais le profil est assez similaire et j'espère pas que Paul Skins va avoir ce même futur parce qu'il semble encore plus au-dessus.
Et je pense que ouais, peut-être pas cette année, ça dépendra si les Pirates veulent la jouer prudente ou pas. Mais vu son niveau en triple A, bon, ça peut donner envie de lui laisser sa chance dès cette année, peut-être en septembre. Lui donner quelques starts, quoi, pour le prendre d'expérience. Allez, on va passer à un sujet bah, sur lequel tu vas pas mal nous aider, je pense. Vu qu'on va parler de la Bundesliga, ligue que tu as fréquentée l'année dernière. D'ailleurs, les Berlin Flamingos ont été relégués l'année dernière, c'est ça? Ouais, on a fini avant-dernier, on a gagné les playdowns contre Cologne Cardinals, mais pour cause de raisons financières, ils ont décidé de redescendre en Division 2. Ouais. Ouais, c'est dommage. Je vais te présenter un peu le format et après on va te poser des questions dessus. Pour le format, du coup, c'est un format avec deux divisions, la Baseball Bundesliga Nord et la Bundesliga Sud. Les équipes s'affrontent le week-end et s'affrontent 4 fois sur la saison, 2 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur. Il me semble que c'était ça que j'avais lu. Un peu comme en France, les 4 meilleures équipes de chaque division jouent des matchs interligues entre eux, tandis que le reste joue le maintien, en sachant que c'est une sorte de mini-ligue, en gros. Les 4 meilleures équipes de chaque division se croisent dans une ligue ensemble où ils vont jouer du coup des matchs en interligue. Les équipes, le reste, jouent le maintien. Et ces matchs interligues vont permettre d'effectuer un seeding. Du coup, les meilleures équipes affronteront les moins bonnes pour des playoffs qui auront lieu après. Les playoffs se jouent au meilleur des 5 manches, comme les playoffs français. Et du coup, pour, Exactement. ouais, et du coup, pour les équipes, on a en Bundesliga Nord les Bonn Capitals, les Cologne Cardinals, les Doren Wild Farmers, les Hamburg Steelers, les Untouchables Paderborn. Et pour la Bundesliga Sud, on a les Guggenberger Legionnaires, j'imagine qu'on doit dire comme ça, les Heidenheim Head... Oh purée, c'est quoi ces noms? Heidekopf, j'imagine que ça doit se dire comme ça, les Unstetten Storm, les Mainz Athletics, les München. disciples, ouais, les disciples de Munich, j'imagine, et les Ouais. Stuttgart Reds. Il y a quelques équipes que je connais, les Bonn Capitals notamment, qui me disent pas mal quelque chose parce qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, il me semble, l'année dernière. Ouais. Ah, exactement, ouais. C'est ça. Tu peux nous présenter un peu les équipes les équipes qui sont, tu vois, au-dessus selon toi, les grosses équipes, les équipes qui te semblent un peu moins bornes, et surtout le niveau que tu as pu affronter dans cette ligue? Ouais. De manière générale, le niveau en Allemagne est légèrement supérieur que la France, notamment sur la Ligue Nord. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment supérieur que la France dans la Ligue Sud. La Ligue Sud, on est vraiment sur des gens presque professionnels, je dirais. Notamment Regensburg, qui est les Légionnaires, la première équipe, qui a un complexe qui est juste incroyable. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller ou de voir des vidéos. Pas du tout. Qui a, qui a accueilli, bah, il me semble, la classique. Ah, c'était là-bas? Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient un beau terrain, Ouais. hein. Le qualifier de la classique au niveau Europe, il me semble que c'est ça. Ouais, ils avaient un beau terrain, il me semble. Alors ouais, Ils avaient si je un me terrain souviens. Ouais. magnifique, vraiment incroyable pour y avoir joué un match de prépa, c'est juste un pur régal. Beaucoup de spectateurs, une super ambiance, on se sent super bien. Franchement, on sent qu'il y a une très très belle dynamique. Et il y a notamment un joueur français qui est parti jouer là-bas, Daniel Patrice, je sais pas si tu connais de nom. Ça Et me dit rien, ils jouaient où? il a joué avant à Montigny, il a été au Pôle France un peu avec moi, il est un peu plus âgé, il a 3 ans de plus. Et il est parti jouer entre guillemets pro là-bas, à Regensburg. Il a commencé à Munich, Munich Disciples, qui était aussi au sud, et après il a été draft à Regensburg. Ok. Et pour moi, les équipes qui se distinguent, côté nord, on a effectivement Bonn, qui généralement finit premier, Paderborn deuxième, qui franchement concurrence très très bien bonne. Après, on a Hambourg, Doron et ensuite Cologne, un peu dans cet ordre-là. Et dans l'autre ligue, les deux meilleurs qui sont vraiment pour moi d'un niveau incroyable, c'est Regensburg et Adenheim, qui ont vraiment des niveaux de jeu super 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 forts. Et en dessous, tu as Mainz qui concurrence pas mal, Munich, Unstetten, je dirais, les Storms, et pour finir, le Stuttgart Reds, qui sont sur le papier dernier de la Ligue Sud, mais qui pour moi sont du niveau presque de Bonn et de Paderborn, tu vois. Ah oui, quand même, d'accord. Donc il y a vraiment une grosse différence de niveau entre les deux divisions. Ouais, ouais, pour moi, ouais. Ah oui, d'accord. Et en Et on termes... l'a vu quand ça se croise, tu l'as dit au niveau des playoffs, on a le premier qui joue contre le quatrième de l'autre ligue, le deuxième qui joue contre le troisième.
Ce qui fait que le premier qui joue contre le quatrième de la Bundesliga Nord, par exemple, et bah ça crée une grosse différence de niveau, quoi. Hmm. Et en termes de joueurs, parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un gars sur YouTube qui s'appelle Baseball International et qui parlait un peu du baseball en Europe et notamment en Bundesliga. J'ai cru voir qu'il y avait quand même des sacrés joueurs, hein, par exemple, je crois qu'il y a un lanceur des Steelers d'Hambourg qui est un ancien joueur NPB, donc au Japon, niveau pro. Il y a des anciens des systèmes MLB. Enfin, il y a l'air quand même d'avoir des sacrés joueurs du côté, notamment du côté des joueurs étrangers dans cette ligue. Ouais, clairement, bah, joueurs étrangers et aussi joueurs nationaux, euh, parce que les joueurs allemands sont aussi très très bons. Beaucoup de joueurs des équipes nationales qui se retrouvent dans des équipes comme Bonn, Paderborn, Regensburg, Heidenheim et aussi Mainz, mais très bien complétés par des joueurs étrangers. Beaucoup d'Américains et beaucoup de Japonais, je dirais. J'ai vu un petit peu moins de Latinos quand même qu'en France, même s'il y en a toujours forcément un petit peu partout. Je trouve qu'on a un très très bon niveau des Américains et des Japonais dans ces championnats. Ah, les Allemands et les Japonais, hein, c'est toujours main dans la main. Déjà que c'était eux déjà que c'était déjà au foot, c'était les Allemands qui ont ramené les Japonais en Europe. Apparemment même au baseball. Apparemment même au baseball. Donc ouais, c'est du coup ton favori pour cette année, ça serait qui? Regensburg? Pour la Bundesliga Sud, ouais, Regensburg ou Heidenheim, clairement. Ok. Et Je pense que au global, pareil? au global, ouais, même bah, Regensburg ou Heidenheim, j'ai envie de dire, hein. Toujours, ouais. Franchement, ouais, toujours, toujours. Après, j'ai une petite préférence, je trouve, de mon côté pour Hambourg, parce que c'est un club qui est un peu à taille humaine, qui a un très beau complexe, et on voit que les gens sont motivés, et un bon état d'esprit aussi, je trouvais. Bon bah, pour suivre les matchs, tu sais où est-ce qu'on peut suivre les matchs de Bundesliga s'il y a des streams, par exemple? Ouais, ouais, il y a pas mal de streams sur YouTube, notamment de ce que je sais, Regensburg, Mainz, Munich Disciples, ils ont un petit live, mais qui est un peu débutant. Mais Regensburg et Heidenheim, c'est très sympa à regarder. Et en face, il y a Bonn qui a un très bon live streaming. Cologne, c'est reste débutant. Dortmund, je crois qu'il n'y en a pas. Hambourg, ils ont un très très bon live stream, sauf que c'est en allemand. C'est un peu chiant à regarder. Mais les qualités des streams est bien. Et Paderborn, surprenamment, il n'y en a pas, je crois. À voir cette année, mais oui, il Et, n'y en avait pas. et du coup, ce serait sur leur chaîne YouTube? Ouais, ouais, principalement chez YouTube. Bon, bah parfait. Donc vous savez que si vous voulez aller voir un match de Bundesliga pour vous rendre compte aussi du niveau, et parce que c'est toujours intéressant, ce sont des équipes aussi que l'on va affronter en Coupe d'Europe, hein, que Montigny et Montpellier cette année vont affronter en Coupe d'Europe. Peut-être pas Montigny. Ah bah non, en fait, non, même pas, ils vont même pas les affronter du coup. Non, c'est pas Coupe d'Europe B. Bon, c'est vrai que du coup maintenant on est relégué en Coupe d'Europe B, donc en fait on va pas les affronter. Mais si vous voulez regarder, parce que pour la vraie Coupe d'Europe, enfin la vraie, la Coupe d'Europe A, il y aura certaines de ces équipes. Donc si vous voulez regarder, allez regarder sur leur chaîne YouTube. Il y a quelques lives par-ci par-là, et vous risquez de voir du bon baseball. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Maxence, d'être venu et de nous avoir un peu parlé de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire pour discuter de ce que vous discutez, si vous avez des remarques aussi, hein, sur les sujets, si vous avez apprécié, à nous suivre sur les chaînes Twitter et Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.